Bonjour à tous. Pour fêter la dernière ligne droite des essentiels consacrés à Clint Eastwood, me voici sur les lieux mêmes du tournage de ses films. Ici, nous sommes à Monterey, au bord de la côte californienne. Il y a tourné son premier film en 1971, Un frisson dans la nuit. Dans ce restaurant qui s'appelle The Sardine Factory, Dave Garver a sa première altercation avec Evelyn. C'est de cet emplacement célèbre que je vous présente ma nouvelle vidéo. Nous allons faire l'étude de son plus grand succès au box-office américain. Un film de guerre très complexe sur lequel il y a beaucoup à dire. Voici l'essentiel sur American Sniper. American Sniper de Clint Eastwood, 2014. Pendant la guerre en Irak, sur un toit, Chris Kyle s'apprête à tuer un jeune garçon qui s'avance vers le convoi avec une grenade qu'une femme vient de lui passer. Flashback. Au Texas, Chris Kyle, enfant, apprend à chasser avec son père. Devenu adulte, il souhaite devenir un cow-boy. Il voit à la télé les attentats contre 2 ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Il décide alors de s'engager dans les Navy Seals. Son histoire commence composée essentiellement de 4 tours en Irak et de 4 retours au bercail. Bradley Cooper est Chris Kyle. Il va entrer complètement dans la peau du personnage. Il prend le poids et la musculature nécessaires. Il apprend l'accent texan et s'entraîne à tirer. Son coach est le sniper, Kevin Lax, qui a servi avec Chris Kyle. Sienna Miller est Taya, la femme de Chris Kyle. Par Skype, elle a passé du temps avec la vraie Taya pour mieux connaître la vie du couple et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Luke Grimes est Mark Lee. Luke Grimes est célèbre pour son rôle de Casey Dutton, le fils de John Dutton, incarné par Kevin Costner, dans la série Yellowstone. Et là, regardez bien, c'est Clint Eastwood qui rentre dans l'église au début du film. David O. Russell est le premier pressenti pour mettre en scène le film. Il a déjà travaillé avec Bradley Cooper l'année précédente pour American Bluff, mais il renonce. Il est suivi de Steven Spielberg qui abandonne aussi par manque de moyens de la part de la Warner. C'est lui qui propose Clint Eastwood. Jason Hall écrit le scénario, d'après l'autobiographie de Chris Kyle. Il collabore très étroitement avec Chris Kyle lui-même, mais aussi avec Taya, son épouse, et les militaires qui l'accompagnaient. Joel Cox et Gary Roche montent le film en alternant les 4 retours en Irak avec les 4 retours de Chris Kyle dans sa famille. James Murakami et Chadris Gardenas reconstituent les quartiers des villes irakiennes, Ramadi, Fallujah et Sadr City, à Rabat au Maroc. L'accueil marocain a été formidable, raconte Jason Hall, et obliger les acteurs à jouer en dehors des studios les a sortis de leur zone de confort comme des vrais soldats. American Sniper raconte l'histoire de Chris Kyle, premier maître et spécialiste des opérations spéciales dans la United States Navy Seals. Et Chris Kyle se distingue très vite comme un sniper hors pair. Selon le Pentagone, au cours de ses 4 missions pendant la Seconde Guerre d'Irak, il aurait fait 160 victimes pour protéger les avancées américaines. Il a ainsi sauvé de nombreuses vies chez les hommes de son unité. 1 an après son retour définitif, il publie ses mémoires. Jason Hall, le scénariste du film, le rencontre et apprend à le connaître intimement. En conséquence, il base tout son récit sur le point de vue unique de Chris Kyle. Il ne s'agit donc pas de faire un film où le point de vue sera celui du réalisateur qui va raconter la guerre. Ce qui était le cas par exemple pour Stanley Kubrick sur Full Metal Jacket. Ce n'est donc pas une étude du conflit que Clint Eastwood va proposer. Il ne montrera jamais le pouvoir militaire ou le pouvoir politique. Les noms de Saddam Hussein ou de George Bush par exemple ne sont jamais prononcés dans le film. Et tout est effectivement vécu du point de vue unique de Chris Kyle. La guerre est là, et Chris Kyle s'engage pour défendre son pays. C'est aussi simple que ça. American Sniper est donc un film qui sera vu à la première personne du singulier. Le jeu est d'autant plus expressif que le spectateur sera très souvent placé dans l'œil du viseur. Clint Eastwood commence son film en passant rapidement d'un espace à un autre, d'une temporalité à une autre. Cette méthode d'avancée du récit est la même que celle de Bird, de Mémoire de nos pères, ou de J. Edgar. C'est au spectateur de rester concentré pour relier les différentes séquences. Parfois dans son cinéma, Clint Eastwood aime aussi revenir à l'Americana. C'est le cas de la première partie du film quand il peut encore se permettre un peu de légèreté face à la gravité du sujet. Chris Kyle rencontre Taya alors qu'elle remet en place un homme marié comme l'aurait fait Sandra Locke dans D'où du Redingue. Et la présence des codes de l'Americana ne fait plus aucun doute quand il rompt avec sa petite amie. Celle-ci lui lance « Tu n'es pas un cow-boy, juste un garçon de ferme, et même pas un bon coup ». L'ironie de Clint Eastwood n'est pas loin si on se dit que le Texan, atteint par sa virilité, apprendra à manier le fusil pour récupérer cette virilité.
En Irak, Clint Eastwood utilise le hors-champ de l'ailleurs pour montrer à la fois les horreurs de la guerre et la détresse d'être éloigné d'un être cher. Ce code d'écriture filmique consiste à mettre en avant une situation en dehors du cadre qui est lointaine pour le personnage qui l'a subi. Il doit alors imaginer ce qu'il ne voit pas. C'est le cas pour Taya lorsqu'elle téléphone à son mari pour lui apprendre qu'elle est enceinte. La conversation est brusquement interrompue par une situation de guerre. Côté film de guerre, Clint Eastwood réalise une séquence impressionnante de tempête de sable où la guerre devient une pure folie abstraite. En effet, l'image a totalement disparu de l'écran pour ne laisser la place qu'au désarroi des Marines qui tentent de sauver leur peau. Le réalisateur passe maintenant à un hors-champ de Lisi. La mort est en permanence juste à côté des Marines, mais elle demeure invisible. Une séquence graphique proche de celle de la capture de Ben Laden dans Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow 2 ans auparavant. Mais le domaine où le réalisateur est le plus malin, c'est lorsqu'il tire le film de guerre vers le polar. Il fabrique un fil conducteur narratif qui se faufile au milieu de séquences d'affrontements. Dans le cas présent, les Marines sont les victimes du sniper syrien Mustafa. Ce personnage de sniper fut inventé par Steven Spielberg quand il était encore sur le projet. Quelle fonction a donc ce personnage? À l'intérieur d'un environnement militaire, il fabrique un ennemi qu'il faut traquer, comme si en temps de paix, la police traquait un serial killer. Mustafa est donc montré comme un personnage essentiel au sein du récit qui échappe sans arrêt aux Marines. Cette pure invention crée un fil conducteur et transmet un sentiment de vengeance, dont je ne dévoilerai pas l'origine, qui augmente la dramaturgie. Comme souvent dans les polars, les moyens classiques sont inefficaces. Il faudra donc lui opposer un adversaire à sa taille. On entre aussi alors dans les codes du western. Clint Eastwood se reconnaît aussi lorsqu'il oppose, comme souvent, le terrain et la hiérarchie. Chris Kyle doit justifier une de ses victimes auprès de ses supérieurs qui ne sont pas certains qu'elle était une cible dangereuse. Passé la longue introduction qui présente le personnage principal, le film est divisé en 4 OPEX, où Clint Eastwood, pour l'efficacité du film, agit parfois sur la réalité historique. Clint Eastwood montre un enfant que le vrai Chris Kyle n'a jamais abattu, mais aussi une femme, ainsi qu'un homme au volant d'une voiture piégée, qui eux par contre ont bien été abattus par Chris Kyle dans la réalité. D'autres sont inhumains, comme Amir Khalaf Fanous, dit le boucher, qui assassine l'enfant d'un informateur avec une perceuse. Amir Khalaf Fanous était un membre de Al-Qaïda, mais sa brutalité s'inspire plutôt de celle d'Abu Dira, un militant chiite irakien accusé de représailles sanglantes. Dans le film, il est abattu par Chris Kyle, mais en réalité, il fut arrêté par l'armée américaine le 6 décembre 2005 à Ramadi. Pour souligner les horreurs de la guerre, Clint Eastwood oppose 2 espaces. Une trêve est organisée pour l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes. Ce moment de convivialité est brutalement interrompu quand Chris Kyle découvre que leur hôte cache des armes. Il est alors désigné pour entrer dans la maison d'en face, qui cache une salle de torture. Le refuge de paix est switché avec le musée des aurores. Cet Irakien qui invite les Américains à sa table est aussi une pure invention du film. Lire American Sniper uniquement comme un film de propagande militaire relève d'une vision superficielle du film, car Clint Eastwood livre une œuvre riche en paradoxes. Chris Kyle, malgré qu'il soit devenu une légende aux États-Unis, fait bien lui aussi partie de la longue liste des anti-héros de Clint Eastwood. Ce n'est pas un film de propagande de la guerre, mais un film qui en montre les dégâts, dit-il. Sa résistance se dégrade au fur et à mesure de ses retours du front. Le 3e retour commence par l'enterrement des soldats tués en Irak et la détresse des familles. Comment savoir quand la gloire laisse la place à une croisade injuste, entend-on pendant la cérémonie funéraire. Chris Kyle est de plus en plus éprouvé par les dommages collatéraux causés par la guerre. Et la fragilisation du héros est aussi présente dans ces séquences de guerre. Lorsqu'il est montré de loin, en plan général ou en plan large, Chris Kyle est évidemment montré comme un soldat courageux. En revanche, dès que Chris Kyle est filmé en gros plan, Clint Eastwood commence à en montrer les failles. 2 images collent aussi parfaitement à l'univers de Clint Eastwood. Elles représentent les moments où le réalisateur se sent le plus proche de ses personnages. Le mimétisme est alors évident lorsqu'on retrouve le sniper accoudé au comptoir d'un bar. Ces bastringues sont les endroits préférés de Clint Eastwood, et ce n'est pas un hasard si on y croise Chris Kyle, son personnage, incapable de rentrer chez lui. L'autre image est celle de l'anti-héros abattu dans son fauteuil. Le sniper est rentré chez lui, mais il est encore dans l'incapacité de revenir à la vie normale. Dans ce fauteuil et dans cet état de torpeur, on a déjà vu Walt Kowalski dans Grand Torino, ou David Boyle dans Mystic River. Il faut maintenant continuer le plan, pour en découvrir un des plus beaux de tout son cinéma. La caméra pivote et il regarde une télé éteinte, le sommet de l'art de Clint Eastwood, dire beaucoup de choses avec une simplicité extrême. Et le retour définitif de Chris Kyle à la vie civile est filmé par Clint Eastwood avec une telle fausse banalité que celle-ci est elle-même la catastrophe que subit Chris Kyle. En effet, comment revenir à des gestes aussi anodins quand on a passé plus de 1000 jours à tuer? Ce processus de retour impossible à la vie civile a été traité par Bertrand Tavernier dans Capitaine Conan. Le film disait que pendant la Première Guerre mondiale, la violence des nettoyeurs de tranchées dans les Balkans, dont Conan faisait partie, était telle que revenir à une vie civile était presque impossible pour lui.
La dernière partie d'American Sniper est consacrée au retour à la vie civile de Chris Kyle. Clint Eastwood arrête son film sur ces moments simples, où plus rien ne semble pouvoir mettre en danger la quiétude de cette chaleur humaine retrouvée. Mais le vrai Chris Kyle est assassiné le 2 février 2013 par Eddie Ray Roos, un vétéran de 25 ans, instable, qu'il essayait d'aider. Son meurtrier est condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Le sniper perd donc la vie en pleine écriture du scénario. Le script n'est désormais plus le récit témoin de la vie de ce militaire. Le projet d'un happy end tranquille pour le public doit céder la place à une tragédie américaine. Jason Hall, le scénariste, passe alors des heures avec la veuve au téléphone, désireuse qu'on rende hommage à son mari. Après l'assassinat de Chris Kyle pendant la pré-production, impossible maintenant pour Clint Eastwood d'ignorer qu'il est un héros. Un carton vient donc brusquement interrompre cette fin de film qui aurait dû être celle prévue. Il signale que Chris Kyle a été assassiné. Mais si le réalisateur arrête son film, il ne peut pas ignorer non plus l'attente du public américain. Et c'est là qu'il va user d'une astuce révélée par Jean-Baptiste Aurey dans sa masterclass. John Ford l'avait dit en premier à la fin de L'homme qui tua Liberty Valance en 1962. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. Il faut donc que Clint Eastwood imprime la légende. Et il lui reste pour ça le temps du générique. Les images qui l'accompagnent sont celles de Chris Kyle devenu un héros national. Mais ce ne sont plus les images de Clint Eastwood, ce sont les images obtenues par les nombreuses télés qui ont couvert l'événement. Jean-Baptiste Torel explique, Clint Eastwood est obligé de constater que ce type est devenu un héros pour une grande partie des Américains. Mais plutôt que de le filmer, et d'une certaine façon de valider ça, il choisit de prendre les images des autres, celles des médias. Les images de fin disent « Je reconnais qu'en dépit de tout ce que j'ai montré sur le côté ambigu ou obscur de mon personnage, il est devenu une légende, mais ce ne sont pas mes images qui vont le montrer. » Le succès du film est phénoménal. Jamais un film de Clint Eastwood n'a atteint un tel record, avec 547 millions de dollars de recettes monde sur un budget initial de 50 millions de dollars. Aux États-Unis, la critique est unanime pour saluer le film. Le titre American Sniper devient même l'étendard des vétérans qui le brandissent comme un slogan sans se soucier des ambiguïtés transmises par le film. En 1984, on a observé le même phénomène quand les Patriots s'étaient emparés du titre Born in the USA de la chanson de Bruce Springsteen, sans prendre garde à ses paroles équivoques sur l'Amérique. En France, la presse attendue ne soutient pas le film, mais les vrais critiques en soulignent quand même les paradoxes. Étienne Sorin dans Le Figaro écrit « American Sniper est une œuvre bien plus complexe et torturée que l'apologie de la guerre et du patriotisme à laquelle certains veulent le réduire. » Thomas Sautinel dans Le Monde écrit « On y trouve sa dose d'enthousiasme patriotique. En regardant mieux, celui-ci sera tempéré. » Et Samuel Blumenfeld note que Clint Eastwood adopte un point de vue clairement antimilitariste. Enfin, Pascal Mérigeau dans l'Obs conclut que le réalisateur n'a jamais été aussi proche de John Ford, dont les films souvent envoyaient par le fond toutes les valeurs que l'on disait siennes. Le film est nommé aux Oscars dans 6 catégories, dont celle du meilleur film et acteur. Toutes les récompenses lui échappent, sauf celle du meilleur son. On raconte dans les couloirs d'Hollywood que Clint Eastwood ne fut pas nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur à cause du bébé. En effet, la profession ne lui aurait pas pardonné cette séquence embarrassante dans laquelle il est difficile de ne pas voir la gêne de Bradley Cooper tenant une poupée dans les bras. À 84 ans, le professionnalisme et la force physique de Clint Eastwood a motivé toute l'équipe pendant le tournage. Bradley Cooper résume les intentions du film. C'était la clé pour faire de ce film un film humain et réel, déverrouiller ces zones où les gens peuvent s'identifier, et ceux qui ont vécu cette expérience se disent « il y a une lueur de réalité ». Mais c'est sans doute Sienna Miller qui vise le plus juste en concluant. Certains verront la célébration d'un héros, d'autres seront affectés ou choqués. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Bon film. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air ou dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez Clint Eastwood, abonnez-vous à la chaîne.